Dimanche 25 août 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans ce journal version française de Vive. Dans les actualités de ce jour, le ministre des Travaux publics, Richard Rafizan, a effectué une visite sur la route nationale numéro 2 ce samedi pour faire le suivi des travaux de réparation effectués sur cet axe. Il a lancé le défi d'accélérer l'amélioration de cette route nationale. En attendant l'achèvement des grands travaux de réhabilitation, il sera envisagé de faciliter la circulation sur la RN2, selon toujours le ministre des Travaux publics. Reportage signé Khat Khamanazatov. Le ministère des Travaux publics s'est immédiatement rendu ce samedi sur l'axe RN2 pour y constater l'avancée des travaux de réhabilitation après avoir pris ses fonctions ce vendredi. Il a déclaré, suite à la passation, que la réhabilitation des routes nationales est une tâche urgente dans la route nationale 2 qu'il a visitée ce samedi. Selon les informations, de nombreuses entreprises sont chargées de la réhabilitation de cette RN2. Le ministre a assuré que tout est mis en œuvre pour y améliorer la circulation, ce attendant les grands travaux qui seront entrepris plus tard. En plus de la route nationale numéro 2, d'autres routes nationales seront également réhabilitées, a annoncé le ministère après la passation d'administration ce vendredi. Ensuite, le projet FIOUVAN, qui signifie changement, vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des populations face aux catastrophes naturelles dans les régions Atsimu Atsnan, Vadvav et Fitvnan. Et en 5 ans d'intervention, il a touché 431 520 personnes réparties dans 475 Fukuntani et 60 communes des districts de Mananzar, Manakar, Farafangan, district de Vuipenu, Vunjus et Vanga. Ce projet FIOUVAN s'est officiellement clôturé le 21 août dernier. Reportage. La partie du sud-est de Madagascar, notamment les régions d'Atsimu Atsnan, Vadvav et Fitvnan, est confrontée à des défis majeurs en matière de sécurité alimentaire et de résilience face aux catastrophes naturelles. Pour répondre à ces enjeux, le gouvernement des États-Unis, à travers son agence pour le développement international, USAID, et en partenariat avec l'agence adventiste de développement et de secours, ADRA, a mis en place le projet FIOUVAN, un programme ambitieux doté d'un financement de 48 millions de dollars. Ce projet vise à améliorer durablement la qualité de vie des populations les plus vulnérables. Et en 5 ans, plus de 431 000 personnes réparties dans 60 communes des districts de Mananzar, Manakar, Farafangan, Vuipen, Vunjus et Vangainjan ont bénéficié de ces interventions. Le programme FIOUVAN s'articule autour de plusieurs composantes clés, notamment la promotion de la santé et de la nutrition, la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, le soutien à l'agriculture, ainsi que la gestion des risques et des catastrophes. En effet, les actions menées par ADRA ont permis de réhabiliter 90 km de pistes rurales et de construire un barrage irriguant 1600 hectares de terres agricoles. Ces infrastructures ont contribué à renforcer la résilience des communautés locales face aux aléas climatiques.
Et parmi les résultats concrets, plus de 4000 personnes ont bénéficié d'un soutien direct à travers des formations en transformation alimentaire, notamment la production de farine de manioc et de bananes. De plus, le projet a renforcé la capacité de 60 communes en matière de gestion des risques, assurant ainsi la pérennisation des acquis grâce à des structures communautaires en concertation avec les autorités locales. Un volet important du projet concerne l'autonomisation des femmes et l'amélioration de leur accès à la terre. À Wuipen, en 2021, 131 chefs de clans royaux ont accepté de faire hériter des terres à leurs filles, ouvrant ainsi la voie de 2262 nouvelles héritières. Cette initiative vise à renforcer le rôle des femmes dans l'agriculture et à les intégrer pleinement dans les processus décisionnels au sein de leur communauté. Et 2 communes du district de Manour ont bénéficié d'équipements et d'un accompagnement émanant du député élu dans cette circonscription en fin de semaine. Il s'agit d'une toiture pour le CEG du Foukountan, Niarvanvoul, commune de Bétisaren, et la réhabilitation de la route dans la commune rurale de Manour. Nate Rakotmav. L'une des promesses faites par le représentant de Madagascar, élu à Manour, Manassou Donatong, à l'égard de la population de la commune de Niarvanvoul, est de participer à la réhabilitation de l'établissement scolaire. Cette promesse est désormais concrétisée grâce au don de 100 toits de tuiles pour le CEG du Foukountan, Niarvanvoul. Le député a déclaré que ce qu'il avait promis, il le réalisera. Une promesse qu'il avait faite au peuple pendant la campagne électorale est désormais tenue et ce don d'équipement n'est encore qu'un début car il reste encore de nombreux travaux de développement à réaliser pour la population de Manour. Outre la commune de Bétisaren, parmi ceux qui ont bénéficié de la fourniture d'équipements pour la mise en œuvre des travaux collectifs figuraient également ceux du Foukountan, de Bemangaaz et Marwaij dans la commune rurale de Manour. De nombreux travaux collectifs ont été réalisés à travers la construction de routes pour aider les agriculteurs à transporter leurs produits, car 90% de la population sont des agriculteurs. Par ailleurs, Manour a également été doté d'une pompe à eau émanant des investisseurs américains. Dans un tout autre sujet, coudre un tablier coûte actuellement entre 12 000 à 15 000 arrières au marché d'Issouch. Les parents préfèrent coudre plutôt que d'acheter du tout fait, d'après ce reportage de Roud, Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. À part les fournitures scolaires, les parents dépensent également de l'argent pour les uniformes et les tenues scolaires. Cette mère de famille, par exemple, est venue à Issouch pour faire coudre le tablier de son fils, comme chaque année. Elle préfère aller auprès des couturiers que d'acheter tout fait, selon elle. Selon Mamali, qui est couturière à Issouch depuis 2009, elle ne reçoit qu'une quinzaine de commandes par jour. Un marché qui est encore en baisse, car les gens sont encore occupés par les vacances et les retournements de mort, selon elle. Elle collabore également avec quelques écoles de la capitale. Le prix de son tablier varie de 12 000 à 15 000 arrières. En plus des vêtements, Mamali coud également des uniformes, des chapeaux et de nombreux autres types de vêtements. Et le président de l'Ordre des infirmiers de Madagascar a appelé tous les infirmiers à prendre leurs responsabilités pour améliorer leur travail lors de l'ouverture du Forum africain des infirmiers qui s'est tenu à Nosy-Be-Elleville. L'accueil par Madagascar de cet événement continental constitue donc une ouverture au monde et il est également question d'organiser le métier d'infirmier en Afrique selon les informations. Ce forum s'est terminé aujourd'hui. Rad Ramanzatouf nous en dit plus. Les infirmiers de Madagascar ont besoin d'échanger à l'international pour améliorer leur travail, a déclaré le président de l'Ordre des infirmiers lors de l'ouverture officielle du Forum africain des infirmiers qui s'est tenu à Nosy-Be-Elleville depuis ce vendredi. En plus de l'échange d'expériences, chaque infirmier doit également être responsable de son travail, poursuit-il. Il a également déclaré que les infirmiers sont l'un des facteurs clés dans la promotion et l'amélioration de la santé publique. C'est donc une raison pour prendre des responsabilités et une raison pour s'ouvrir aux autres pays du monde. Les infirmiers, membres de l'Ordre et de l'Association des infirmiers à Madagascar, participent à ce forum à Nosy-Be avec ceux de l'étranger. La tenue de ce forum à Madagascar cette année sonne comme une reconnaissance aux 45 000 infirmiers, dont 19 000 inscrits au tableau de l'Ordre des infirmiers de Madagascar, opérant dans toutes les régions du pays.
Une reconnaissance qui donne de la valeur à leur travail, leur existence, mais également à leur diplôme, et des initiatives de sensibilisation, d'intégration au tableau de l'ordre sont menées afin de régulariser tous les infirmiers de Madagascar, d'après les informations. Ce forum africain des infirmiers s'est terminé officiellement aujourd'hui. Dans les actualités sportives, le fait que les Barrés de Madagascar joueront les matchs éliminatoires de la CAN à l'extérieur n'est pas un problème ni un obstacle pour obtenir de bons résultats d'après le coach Roro. Les matchs se déroulant à Tunis contre Tunisie et les Comores constituent une opportunité pour Madagascar de faire ses épreuves sur une scène internationale. Deux matchs très importants si Madagascar veut participer à nouveau à la CAN, affirme le coach du Barré de Madagascar, Anzar. Toutes les éliminatoires de la CAN 2025 pour Barré Madagascar se dérouleront à l'extérieur. Madagascar affrontera la Tunisie lors de la première journée et le deuxième match contre les Comores. Ces deux rencontres se déroulent en Tunisie, mais ne constituent pas un problème, a déclaré le sélectionneur, le coach Roro. L'objectif est de participer à nouveau à la CAN pour les Barrés de Madagascar. Il n'est pas possible d'être satisfait des résultats précédents, a déclaré l'entraîneur, car les joueurs ont tous changé. L'objectif pour Madagascar est de décrocher des bons résultats afin de participer à nouveau à la CAN après celle de 2019. À noter que la première et la deuxième journée du tournoi CAN 2025, auquel participeront les Barrés de Madagascar, se tiendront en septembre. Le premier match de qualification contre la Tunisie, le 5 septembre, et le deuxième match contre les Comores, le 9 septembre. Avec des bons résultats en septembre, Madagascar pourra jouer sa qualification dès le mois d'octobre. Une double confrontation face à la Gambie, la sélection la moins classée dans ce groupe B, est programmée entre le 7 et 15 octobre dans le cadre de la 3e et 4e journée de cette phase éliminatoire. Le match aller se jouera à Madagascar et le retour en Gambie. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, près de 300 habitants du Bangladesh ont dû se réfugier dans des abris d'urgence pour fuir les inondations frappant ce pays d'Asie du Sud-Est qui vient de connaître un séisme politique selon des responsables des services de secours. Reportage sous les images de France 24. L'est du Bangladesh, quasi submergé par les eaux. Ici à Feni, ville de 160 000 résidents parmi les plus touchés du pays, les habitants évacuent au milieu de rues submergées. Direction des abris provisoires ou des bus pour évacuer via les routes encore praticables. Ma maison est complètement inondée. Je ne peux même pas y aller. L'eau coule au-dessus de notre toit. Mon frère nous a amenés ici en chalutier. Sinon, nous serions morts là-bas. Je n'avais jamais vu d'inondation dans notre région. J'ai interrogé des villageois, jeunes et vieux, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel depuis 1990. Vendredi, 190 000 personnes ont été accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence selon les autorités locales, alors que le quotidien de 4,5 millions de Bangladais a été directement touché par ces inondations. L'eau continue d'arriver en amont des cours d'eau. Nous avons désormais besoin de davantage d'embarcations pour acheminer de la nourriture et de l'eau aux victimes des inondations. À Dhaka, la capitale, les dons affluent pour soutenir les sinistrés. Derrière les musiciens de ce concert de solidarité, un graffiti représente le Premier ministre indien Narendra Modi regardant des Bangladais se noyer. Ici, nombreux sont ceux qui accusent l'Inde d'avoir délibérément ouvert des barrages sur les fleuves du Gange et du Brahmapoutre pour inonder le Bangladesh. Des accusations rejetées par l'Inde, où les pluies diluviennes n'ont pas épargné la population, notamment dans l'état frontalier de Tripura, où plus de 20 personnes ont péri cette semaine. Ensuite, le groupe État islamique a affirmé samedi que l'un de ses membres était l'auteur de l'attaque meurtrière au couteau commise la veille lors d'un festival dans l'ouest de l'Allemagne et avait agi pour venger les musulmans en Palestine et partout ailleurs. France 24. Devant l'église du quartier, les proches des victimes et les résidents ont érigé un mémorial improvisé. C'est le temps du recueillement pour les habitants de Solingen, encore sidérés après l'attaque meurtrière de vendredi.
C'est le cas de ce jeune homme qui est venu rendre hommage aux défunts et aux blessés. Il assistait lui aussi au festival. Nous étions assis sur un banc avec des amis quand nous avons entendu des cris et vu des gens courir. Nous avons aussi pris la fuite. On est toujours sous le choc. Ça peut arriver n'importe où et c'est triste. C'est juste triste. Ici, on est tous sidérés et honnêtement, on en a marre. À Solingen, ville de 160 000 habitants dans l'ouest de l'Allemagne, la chasse à l'homme se poursuit. Aucune trace du principal suspect, ni d'éléments sur ses motivations, mais l'enquête suit son cours. Le procureur général de Düsseldorf privilégie à ce stade la piste d'un attentat perpétré par un seul individu. Les enquêteurs disposeraient d'une vidéo de l'assaut. La police confirme l'arrestation d'un adolescent de 15 ans. Le jeune de 15 ans interpellé n'est accusé que de non-dénonciation d'infractions planifiées en lien avec un crime. Selon des témoins, une personne encore inconnue aurait partagé avec l'adolescent, peu avant l'agression, ses intentions qui semblent correspondre au crime. Les autorités ont appelé à la prudence sur la description physique de l'assaillant et ses motivations. Mais la recrudescence de ces attaques au couteau en Allemagne suscite de nombreux débats au sein de la classe politique. La ministre de l'Intérieur envisage de bannir totalement les couteaux de plus de 6 cm de l'espace public. Autre attaque en France. Et pour terminer cette édition, le principal suspect de l'attaque samedi matin d'une synagogue à la Grande Motte a été interpellé dans la soirée par les policiers d'Élie Turenne après une fusillade dans laquelle il a été blessé. France 4. Sa cavale aura duré 15 heures. Le principal suspect de l'incendie criminel déclenché samedi matin contre la synagogue de la Grande Motte a été arrêté dans la soirée, a annoncé le ministère de l'Intérieur peu avant minuit. L'auteur supposé de l'incendie criminel de la synagogue a été interpellé. Merci aux effectifs des forces de l'ordre et principalement du RAID qui sont intervenus avec beaucoup de professionnalisme malgré ces coups de feu. Saisi de l'affaire, le parquet national antiterroriste précise que le suspect a été blessé au visage lors de son arrestation avec 2 membres de son entourage à une 50aine de kilomètres de là, dans la ville de Nîmes. À la Grande Motte, samedi matin, plusieurs feux se sont déclarés peu avant 8 heures. Une voiture brûle sur le parking de ce bâtiment. Dans la cour de la synagogue, 2 autres véhicules sont en flammes. Une bouteille de gaz qui se trouvait là de manière fortuite explose. Dans la synagogue, 5 personnes dont le rabbin sont alors présentes. Elles sont indemnes. Seul un policier municipal est blessé par l'explosion. J'ai entendu comme un gros bruit, une explosion, et puis après j'ai vu de la fumée dans le ciel qui s'échappait, une épaisse fumée. Il y avait énormément de flammes sur ce site-là, derrière le bâtiment de l'EDF. Pour retrouver le suspect, les autorités ont rapidement disposé d'un indice, des images de vidéosurveillance. Sur ce document obtenu par France Télévisions, l'assaillant porte un kéfier sur la tête, un drapeau palestinien et à la ceinture apparemment une arme de poing. Dans ses mains, des bouteilles remplies de ce qui paraît être un liquide inflammable. L'enquête se concentre désormais sur les conditions de la préparation de ces actes et de sa cavale, a annoncé le parquet national antiterroriste. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Au revoir à tous.